Attendez, je m'échauffe la voix. Nous sommes partis de bon matin avant le jour. Nous sommes partis de bon matin avant le jour. Nous sommes partis de bon matin avant le jour. La nuit était comme un four en chantant Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Bon voyage pour les paras. Et voilà, votre pré-introduction, n'est-ce pas de rigueur actuellement? Puisque, contrairement à ce que je vous ai dit au mercredi des cendres que nous étions mercredi dernier, je vous avais promis, ou j'avais dit en tout cas, je m'étais promis à moi-même de cesser de regarder les infos que je regarde déjà fort peu. Et puis, le prof de droite, il a fait une erreur, il a menti, il a regardé les informations et il a regardé Macron. Mais quelle erreur grave! C'est une erreur grave! Bon, mais ne peut-on pas tirer un point positif ou alors trouver un point positif et se dire que ce cher Macron pourrait devenir notre ennemi commun? Puisque je fustigeais le fait que la classe politique actuelle n'a plus qu'un seul génie, c'est celle de semer la zizanie dans les différents camps, représentés très vulgairement par la droite et la gauche. Macron ne pourrait-il point nous servir d'ennemi commun afin que nous nous soudions, que nous nous ressoudions envers et contre lui et toute la caste qu'il représente? Oh, et puis alors, le prof qui fait 16 x 7 et qui fait le malin et puis qui se trompe. 16 x 7, 10 x 7, 70, plus 35, plus 14. Pourquoi plus 14, du con? 80... non, du coup, te trompe pas une deuxième fois, s'il te plaît. 70 plus 35, 105, plus 7, 112. Je sais pas pourquoi je vous ai fait un 16 x 7 et c'est devenu 17 x 7. Bref, j'ai fini les 3 tomes des Mousquetaires, 3000 pages, voilà, c'est bon. Athos, c'est mon chouchou personnel, vous l'avez compris. On se fera, lors d'une autre émission, le résumé du 3e tome, Le Vicomte de Bragelonne. Ce n'est pas l'ouvrage que j'ai choisi de résumer aujourd'hui. Avec tout ce qui pèse en France, l'architecture, la gastronomie, l'histoire, la guerre, le terroir, le vestimentaire, la politesse, l'élégance, la politesse, la géographie, la musique, j'en oublie. Ça ne prendra qu'une minute, j'ai un débit d'enfer, ne vous inquiétez pas. Comment peut-on en être là avec ce pays? Dans ce pays? Impossible! Réveillez-vous! Merde! Meurtre de Naël, je regarde encore beaucoup trop les informations. Je vois que le policier, dont je n'ai pas le nom, n'exagérons rien, je vais pas non plus m'intéresser à tous les articles qui traînent là-dessus. Mais je vois que l'on souhaite aujourd'hui le condamner pour meurtre. Youpi. C'est un jeune de 17 ans qui était plein de récidives, qui avait déjà fait plein de récidives. Il aurait peut-être pu renverser une grand-mère ou un bébé 50 mètres après dans sa voiture qu'il conduisait sans permis. Dans d'autres pays, le policier aurait reçu une médaille. On n'aurait certainement pas fait des articles en disant, alors qu'il a tiré à travers un pare-brise, on n'aurait certainement pas dit qu'il a tiré à bout portant sur un jeune. C'est faux. Maintenant, la question que je pose, si je veux rester entre guillemets politiquement correct, déjà lui ne doit pas payer, et encore une fois dans d'autres pays il aurait eu une médaille, mais en revanche, qui est responsable? Est-ce que les connards de juges qui l'ont relâché en disant « Ah, c'est pas grave, il a fait une petite bêtise, on va le relâcher », non ça c'est Homer Simpson, on va le relâcher, il a fait une petite bêtise. Ah, c'est pas grave, il a fait une 10e petite bêtise, on va les relâcher. Une 3e petite bêtise. Moi, j'arrive pas à imiter Homer Simpson, je m'en excuse. Est-ce que c'est pas eux, plutôt, qui devraient payer? Plutôt que le flic qui se retrouve devant le fait accompli et doit prendre sur lui, justement, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que si je le laisse passer, dans 50 mètres, il va renverser une petite vieille, tuer une petite vieille, un gosse, un adulte, que sais-je encore? Bah lui, il prend une décision, et les connards qui jugent, quand est-ce qu'ils prennent une décision, eux? Dans le feu de l'action, ils ont jamais pris de décision dans le feu de l'action de toute leur putain de vie. Merde! Ce sont eux qui doivent payer. Bonjour, bonsoir, les loups et loulous, et bienvenue dans l'émission Prof de droite. L'émission qui distribue des uppercuts éducatifs. Ouh là là, il sait pas dire éducatif, le professeur.
avec élégance, bienveillance mesurée et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ces podcasts feront valser en deux mouvements trois temps bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de Bretagne et du Nord, notamment lors de la braderie de Lille que j'ai bien connue, manger des moules, jusque dans les richesses du sud de la France, et tout ceci enfin en passant par la plus je vais y arriver aujourd'hui. Par la plus belle région du monde, l'Alsace. Pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout, prends-moi donc un bretzel. Je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros. Cette émission durera 1 heure et est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici, nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain dans un esprit sain, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée, capable de maintenir. Voilà un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants. Je m'astreins avec vous à une discipline de pensée hors des clous, hors des passages cloutés, mais où on prononce fortement les R, et de transmission non seulement à mes élèves, de par mon métier hors antenne, mais à vous également. Je vous présenterai ici mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends afin que les parents nous rappelons comme à chaque fois que la famille est la première éducatrice de notre jeunesse. Futurs parents, professeurs, tous membres de la communauté éducative ou même les curieux et les anciens que je salue, sachent ce que vivent ou vivront les enfants et ce que vivent les profs également à l'école. Nous rappellerons aux profs la notion de neutralité politique. Vous me direz que je ne la respecte pas toujours, certes loin s'en faut même, mais vous êtes des adultes responsables capables de vous faire vos propres opinions. Personne ne vous enjoint à gober tout ce que je déblatère sans y réfléchir. J'espère au contraire de votre part une écoute active. Et s'il s'agit encore d'autant plus, de la part de ces professeurs, de bourrer le crâne d'enfants de valeurs terribles, antinaturelles, ce qui a un nom, manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge, voire bien pire, pédocriminalité, de la part de certains, nous serons ici pour les dénoncer. Nous ne céderons pas, jamais, aux modes et pseudo-dictats moraux datant d'hier aux conséquences catastrophiques. Sur notre jeunesse, nous montrons la voie séculaire, plus ardue mais ô combien plus gratifiante, à la future génération. Pour résumer en mots-clés ce que vous retrouverez dans cette émission: promotion du goût de l'effort, du travail et défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive de conquérant, sortie de la torpeur négativité, pensée unique et passage à l'action. Une émission sans langue de bois donc, qui aura pour but ultime de lutter contre le nihilisme ambiant dans notre beau pays. Cette émission est préparée en amont, mais cependant je ne ferai pas de travail de redécoupage. Est-ce que vous avez apprécié cette petite introduction, ce petit chant militaire chanté par un professeur? C'est pas aux petits oignons ça? Vous êtes prêts à partir à la guerre sur le front russe? Ah, je suis prêt à partir à la guerre, mais pas pour ce cher Macron et pas contre nos frères russes orthodoxes. Allez, on est parti. Je vous fais un plan. Allez, non, je vous en laisse la surprise. On est parti. Ça s'entend que je suis en pleine forme. Ah là là, mes amis, aujourd'hui on est parti. Ah, sujet du jour, les mères seules, les pères démissionnaires, préambule, famille, la cellule familiale, une importance primordiale, et la famille est la première éducatrice, vous l'avez déjà entendu à chaque épisode, mais aujourd'hui on développe. C'est parti. Le divorce. Bon, faut peut-être que je me calme, on va pas parler de choses pas très joyeuses quand même. Allez, calmons-nous. Le divorce, bien que parfois inévitable dans notre siècle où les choses vont si vite, devient une tragédie lorsqu'il se transforme en champ de bataille familial, laissant des séquelles profondes sur les enfants parfois pris en otage. Bon, ça calme déjà, c'est bon. C'est bon, je suis calmé.
Les querelles parentales, exacerbées par des conflits ouverts, perturbent gravement le développement psychique, émotionnel et même physique des enfants. Je vous le dis d'expérience, puisque les études scientifiques, c'est bien beau, mais quand ça fait quelques années maintenant qu'on pratique le métier, on voit des choses. Et je vous le dis, j'ai vu des enfants tellement timorés par les guéguerres entre les parents divorcés que leur croissance physique elle-même en était ralentie. Il est impératif aujourd'hui que les adultes assument leurs responsabilités en maîtrisant leurs émotions. Je rappelle que c'est même la définition du stade adulte, la capacité à se maîtriser, à être maître de soi-même, maître de ses émotions. On n'est plus des adolescents qui se laissent gouverner par leurs hormones, par leur chimie interne. Nous avons une chimie interne que nous devons maîtriser pour le bien de notre société. Enfin bon, image de cette société, enfin cette incapacité justement à se maîtriser de la part des adultes est à l'image de cette société décadente où tout va à volo, la maîtrise de soi, les valeurs et vertus des anciens, la cellule familiale et j'en passe. Les adultes donc doivent à tout prix se maîtriser devant leurs enfants au minimum, car leur stabilité future en dépend. Et nous, enseignants, nous demandons derrière à des élèves de rester stables en classe, le cul posé sur leur chaise pendant plusieurs heures, ce qui est peut-être un problème, on pourrait en parler, mais c'est pas le sujet ici. Et quand ces enfants n'ont pas de stabilité à la maison, pas de stabilité émotionnelle, il est impossible de leur demander de se poser. Même chose, je vous le dis d'expérience, j'ai connu une élève, dont les parents buvaient tous deux au temps de la grossesse. Bon, on passera aussi sur le fait qu'ils se tapaient dessus les deux, d'accord. Mais ça a donné une gamine plusieurs années plus tard, totalement électrique, pas méchante pour un sou, hein, très gentille, mais électrique, incapable de tenir en place. Et il était extrêmement difficile de lui permettre de se poser, de souffler. C'était une pile électrique, il faut imaginer. Enfin, c'est l'image que je me fais en tout cas de quelqu'un sous cocaïne, comme dans quel film, je connais absolument pas mes classiques, comme dans Scarface, c'est pareil. Un coup dans le sucre blanc là, et 220 volts. Et le monstre de Scooby-Doo à 10 000 volts. Pareil. Bref, allez, c'est bon, on repart, on se reconcentre. Statistiques alarmantes, le divorce en France. En France, le taux de divorce est préoccupant. Et c'est rien de le dire. Selon les données de l'INSEE, environ 45% des mariages se terminent par un divorce et une majorité de ces séparations concernent des couples avec enfants. Les enfants se retrouvent ainsi au cœur de ces ruptures, déchirés entre des parents en conflit, qui sont parfois ouverts, pire, parfois pris à témoin. Même chose, je vous parlais de l'incapacité anormale de ces adultes à se maîtriser. J'ai connu aussi, je fais appel beaucoup aujourd'hui à mon expérience personnelle, pour une fois, des parents qui pouvaient tellement plus se voir que tous les vendredis, quand la garde alternée changeait du coup de figure parentale, qu'on passait du père à la mère ou vice-versa, il fallait une tierce personne, un juge ou je ne sais qui, tous les vendredis qui étaient présents pour que les parents ne se tapent pas dessus au moment de passer leur enfant de l'un à l'autre. C'est terrible. Pauvres gosses, comme je dis à chaque fois, ce sont toujours eux qui trinquent. Les chiffres montrent également que les familles monoparentales, majoritairement composées de mères seules, représentent une part croissante des structures familiales, ce qui peut accentuer les difficultés liées à l'éducation des enfants, puisque les rôles parentaux, encore une fois, on en a déjà largement parlé, mais aujourd'hui on en parle avec ce sujet comme point de perspective. Les rôles parentaux présentent, ou devraient présenter plutôt, une complémentarité absolument essentielle. Dans cette société où les rôles tendent à s'uniformiser et où dire que hommes et femmes sont différents est absolument anti-féministe selon certains ou certaines, il est crucial selon moi de rappeler que le père et la mère apportent chacun une contribution unique et complémentaire à l'éducation de l'enfant. L'instinct maternel ancré dans des siècles d'évolution, dois-je vous reparler d'épigénétique? Quelle mégalomanie, quelle prétention que celle qui vous permet de croire que vous pouvez tout renverser, nier la nature et vos ancêtres en 50 ans. Vous savez de quelle date je parle. Donc, la mère offre tendresse et sécurité, tandis que la figure paternelle incarne souvent l'autorité
ainsi que d'autres valeurs, et ensemble, ils présentent l'ouverture sur le monde extérieur. Et merde, c'est comme ça, c'est ancré dans vos gènes, dans l'éducation de vos ancêtres, que vous devriez un peu respecter depuis des siècles. Même en cas de séparation, car je ne nie pas que cela peut arriver tout de même si ça devrait arriver beaucoup moins selon moi, ces rôles doivent être préservés afin d'assurer un équilibre essentiel au développement de l'enfant. L'implication parentale, c'est un devoir partagé. Il est déplorable de constater que dans de nombreuses familles, l'éducation des enfants repose principalement, quasi exclusivement, sur les mères, notamment dans les modèles patriarcaux où les pères sont absents ou peu impliqués. Combien sommes-nous enseignants pour nos élèves à ne voir que la mère pour, disons, à vue de nez, la moitié de nos enfants, on ne voit au cours de l'année que la mère. C'est terrible. Cette démission paternelle, je conçois tout à fait qu'elle peut être due pour certains à une charge de travail énorme et que les horaires de l'école font qu'ils ne sont jamais disponibles à ces horaires-ci. C'est un problème du capitalisme actuel que je fustige volontiers. Vous savez que je suis prof de droite, mais certainement pas capitaliste, version hyper-capitalisme. Bref, ou alors ça peut être dû à une négligence volontaire ou plus ou moins volontaire. Vous pouvez avoir un spectre plus ou moins large de ce volontariat. Pardon. Prive l'enfant d'un repère fondamental. Les études montrent que l'implication des deux parents est déterminante pour la réussite scolaire et le bien-être émotionnel de l'enfant. Ainsi, le dispositif La mallette des parents, initié en 2008, vise à renforcer cette coéducation en impliquant davantage les deux parents dans le parcours scolaire de leurs enfants. Et on n'oublie pas non plus l'étage du haut, si je puis dire, dans l'arbre généalogique, les grands-parents qui peuvent avoir un rôle tout à fait fondamental. Le système capitaliste, un obstacle à l'engagement paternel. Le système capitaliste actuel, avec ses exigences de productivité et ses horaires contraignants et la bêtise de patrons refusant des jours de congés essentiels, entrave la possibilité pour les pères de s'investir pleinement dans l'éducation de leurs enfants. Le congé paternité en France est de 25 jours depuis 2021, ce qui est minable pour permettre aux pères de s'impliquer dans les premiers instants de la vie de leur enfant et, disons-le, tout simplement de profiter de leur enfant dans les premiers instants de sa vie. Et oui, prof de droite, mais moi je suis tout à fait partant pour bosser jusqu'à 70 ans, voire plus, si cela signifie vivre avec de meilleures conditions de travail tout au long de la vie et la possibilité de participer au mieux au premier temps de la jeunesse. La retraite, les couilles. Il en va de même pour les mères qui bossent. Ah, l'égalité des sexes, quel panacée, quel bonheur. Ne vous ai-je pas déjà dit que mère au foyer est aussi un splendide métier, ou à tout le moins, offrons-leur la possibilité, aux mères mais peut-être aussi aux pères, de travailler à mi-temps. Qui refuserait cette possibilité-là si financièrement il était possible de faire tourner derrière le foyer? Soyez un peu honnête, qui kiffe à ce point son travail pour dire qu'il préférerait continuer à travailler à temps plein plutôt que être à mi-temps et profiter de sa progéniture. Quasiment personne, soyons clairs. Ou alors ceux qui ne veulent pas faire d'enfants, et là du coup, entre guillemets, ils ne me posent pas de problème, puisque je n'ai pas leurs enfants à l'école. N'est-ce pas? Mais ouais, on va en parler, ça peut être un problème tout de même. Les conséquences sur la jeunesse, un indicateur alarmant. La santé d'une société, je l'ai déjà dit aussi, se mesure à l'état de sa jeunesse, donc ça pue. En France, les taux croissants d'anxiété, de suicide et de mal-être chez les jeunes sont des signaux d'alarme. Mais version rouge écarlate, ces mots, MAUX, trouvent souvent leurs racines dans des environnements familiaux dysfonctionnels. Et soyons clairs, la société est aussi parfaitement dysfonctionnelle. Enfin, parfaitement dysfonctionnelle, c'est un peu étrange. Où les enfants sont témoins de conflits incessants, ou souffrent de l'absence d'un des deux parents. Il est urgent de repenser notre modèle sociétal pour placer l'enfant et son éducation au centre des priorités, en favorisant une véritable coéducation et en adaptant les politiques publiques pour soutenir les familles. En conclusion, la responsabilité est collective. Il est temps de cesser de considérer le divorce comme une simple affaire privée sans conséquences collectives. Et oui, car pour parler crûment, quand un élève dysfonctionne
c'est toute une classe qui peut souffrir. Les familles qui se déchirent laissent des cicatrices profondes sur leurs enfants, compromettant leur avenir et par extension celui de la société entière. Les parents doivent prendre conscience de leur rôle primordial et s'efforcer de maintenir une relation respectueuse malgré la séparation. Les pouvoirs publics de leur côté doivent mettre en place des mesures pour soutenir les familles et promouvoir une véritable équité parentale, c'est mieux, vous savez que je préfère le terme d'équité, notamment en allongeant les congés parentaux et en favorisant une meilleure répartition des responsabilités éducatives. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons espérer une jeunesse épanouie, une société harmonieuse et agir sur les chiffres plus qu'alarmants de tentatives de suicide, mal-être apparent, anxiété, dépression au sein de notre jeunesse. Voulez-vous que le prof de droite vous resiffle un petit air militaire ? Allez non, je vous en fais grâce. Mais peut-être allez-vous être triste, mais ne vous inquiétez pas. J'en connais tout un paquet, nous avons plein d'épisodes à venir. Nous pourrons siffloter de nouveaux airs fort bientôt. Alors, ouvrage du jour, je l'avais promis, 3e ouvrage en, 17 épisodes, 3e ouvrage de Monsieur Rochdy, décidément. Un ouvrage qui me semble d'actualité brûlante, surhomme et sous-homme, capacité à prendre du recul, lutte essentielle contre le nihilisme, rappel qu'avant tout il faut se changer soi-même, nous ne sommes pas la gauche idiote qui pointe du doigt alors qu'elle est parfaitement malade, ni la droite malade également du capitalisme fou. Nous sommes la droite écologiste, inspirée des hautes valeurs chrétiennes et aristocratiques. Vous ai-je déjà divulgaché l'ouvrage ? Allez, je voulais plutôt résumer en 2 lignes. Remerciez-moi. Pardon. Julien Rochdy, surhomme et sous-homme, vision aristocratique, face au nihilisme contemporain. Dans cet ouvrage de 2023, fort récent donc, Monsieur Rochdy propose une réflexion profonde, inspirée de la philosophie nietzschéenne, comme vous ne l'avez jamais comprise, visant à combattre le nihilisme ambiant et à restaurer une forme d'idéal aristocratique. L'auteur développe une critique acerbe de la surtolérance insupportable contemporaine et prône au contraire une écologie de droite fondée sur l'ordre, la discipline, l'élévation personnelle avant de s'offrir et d'offrir cet ordre au niveau local. C'est totalement le propos de cette émission depuis 17 épisodes. Son propos s'inscrit dans une vision proche de la morale chrétienne, en opposition directe aux visions déstructurées de la gauche libérale et de la droite capitaliste. La nécessité d'un ordre intérieur face au chaos extérieur. Il insiste sur la nécessité de restaurer un ordre intérieur fort, afin de résister au chaos du monde moderne. Selon lui, la crise de notre temps est avant tout une crise de l'âme, un effondrement moral et spirituel qui conduit les sociétés occidentales à la décadence. Face à cette désintégration, l'individu se doit de cultiver une discipline de fer pour lui-même en premier lieu. Cette exigence est résumée par le précepte nietzschéen « suivre sa pente » pourvu que ce soit en montant. Il s'agit d'une invitation à se hisser constamment vers le haut, à résister à la tentation de la facilité et du relâchement. Cette volonté d'élévation passe par l'acceptation de l'effort et de la souffrance comme moteur du progrès individuel. J'insiste. Rochdy affirme avec force, la volonté, c'est n'avoir que faire de se faire du mal. La souffrance devient ainsi un rite initiatique, un passage nécessaire vers l'accomplissement de soi. Refuser la douleur, c'est refuser la croissance et se condamner à la stagnation. A l'inverse, accepter la douleur, c'est progresser. C'est en cela que l'auteur appelle à un retour au principe de la morale chrétienne, puisqu'il a d'ailleurs publié, c'est lui qui, si je ne dis pas de bêtises, dirige les éditions Héthérie, et donc l'ouvrage de Monsieur l'abbé Raffray, que je vous ai déjà résumé. L'ouvrage « Vous ne serez plus jamais seul ». Donc, cela valorise l'épreuve et le dépassement de soi. Se transformer soi-même est le premier pas avant de prétendre changer le monde. C'est une lutte contre le nihilisme intérieur, cette tentative de l'abandon et du renoncement qui gangrène les sociétés modernes. Je suis désolé de vous dire, de pointer du doigt ce que l'on voit dans les manifestations horribles aujourd'hui. Vous voyez bien que ce sont des gens en mauvaise santé, mentale comme physique.
Le nihilisme est une maladie occidentale et la maladie qui rejette le beau. C'est donc une maladie terrible. Il dénonce, tout comme moi, le nihilisme comme la lassitude de vivre, une maladie insidieuse, clinique selon moi, comme la dépression, et elle devrait être reconnue et traitée. Et on ne devrait accorder aucune valence à une personne qui vous parle et qui pue le nihilisme. Ça me semble la base. Elle se manifeste par des comportements autodestructeurs, abus de médicaments, pour s'endormir. Vous voyez très bien ce que je veux dire, ou se détruire à petit feu, mais sans flamme. L'automutilation, très célèbre aussi, je peux dire ça comme ça, de manière extrêmement cynique. Chez les adolescents, j'en ai connu beaucoup à l'époque où je l'étais, et je pense que bien des années après, c'est pire encore, ou plutôt le pourcentage d'adolescents qui recourent à ces tristes automutilations sont bien plus nombreux. Les changements de sexe ultra violents, les tentatives de suicide, selon lui le nihilisme est la maladie occidentale par excellence, révélatrice d'une perte de sens, d'un dégoût profond de sa propre existence. Le nihilisme se traduit aussi par un rejet des critères objectifs du juste, du beau et du sain. Le wokisme en devient l'incarnation sociétale. Il déteste ce qui est sain et beau, rejetant la notion de beauté alors qu'elle est pour Rochdy et pour moi, pour ce que ça vaut, une réalité objective liée à l'ordre naturel, à l'harmonie, l'ordre, la symétrie, l'instinct de vos viscères à la vue de telle ou telle œuvre. Écoutez-vous. Il affirme ainsi que le wokisme est la maladie nihiliste, en chair, en os et en problèmes hormonaux, soulignant le caractère morbide et destructeur de certaines revendications modernes. Vous avez dû voir la décision terrible de choisir un acteur noir pour représenter Rogue dans, je crois que c'est une série qu'il souhaite faire, que je ne regarderai pas de toute façon. Suppression du respect d'un auteur, de Madame J.K. Rowling, qui est quand même l'autrice de cette œuvre, qu'ils sont bien contents de continuer à exploiter pour se faire des millions dessus. Donc, Rogue, qu'elle a décrit comme, je vais aller très vite, blafard au nez crochu, les cheveux dégueulasses, il va être joué par un très bel homme noir. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mentir sur l'incarnation décrite par l'autrice, c'est une insulte envers elle, mais aussi, si je vais beaucoup plus loin, envers la religion de l'incarnation. Et donc, c'est une insulte directe, une attaque directe envers le christianisme. C'est la négation de ce que l'on voit, de ce que l'on lit. C'est à punir et à dénoncer. Et donc, il est clair que je ne regarderai pas cette série. Tant pis pour vous, peut-être qu'ils n'en auront rien à foutre, que ça ne changera rien. Mais c'est le premier levier que vous avez de ne pas regarder ces mensonges et ces insultes envers l'autrice. Déjà, pour commencer, avant que d'aller plus loin et de parler d'insultes même envers tout chrétien. Mais je n'hésite pas à vous le dire. Ce rejet du beau s'accompagne d'une tolérance exagérée envers la médiocrité et la laideur. Rochdy dénonce ainsi le surplus humain malade, médiocre, hideux, fin de citation, qu'il associe à l'accumulation d'aides sociales démesurées, à la saleté des villes, à la perte de l'élégance vestimentaire, au manque de politesse et à l'effondrement de l'orthographe. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets-là, notamment la saleté des villes. Il est quand même difficile, selon moi, de concilier cette saleté des villes. Vous savez d'où elle vient, hein ? Merci. Vous savez aussi que des horreurs comme la peste bubonique peuvent venir de ce genre de choses. Mais non, ça, par contre, on n'a surtout pas le droit de le dire. Donc écoutez, le Covid, le petit rhume est une catastrophe. Par contre, prendre le risque avec des choses comme ça, avec des villes aussi sales que certaines merveilles de ce pays sont en train de le devenir, ça surtout il ne faut pas le pointer du doigt parce que c'est horrible d'oser pointer ça du doigt. Écoutez, tant pis. Pour lui, la décadence, c'est l'impréparation à la guerre, une guerre symbolique contre la dégradation généralisée des valeurs et de l'existence humaine. Cette position radicale vise à rappeler que la société doit viser l'élévation et certainement pas s'accommoder du nivellement par le bas, voire pire, le demander, l'ordonner à grands cris hystériques, sans doute pour se sentir soi-même moins sale.
Fin de petite pique. L'idéal aristocratique, l'exigence de grandeur. Face à ce constat fort triste, Rochdy réhabilite l'idéal aristocratique, inspiré de l'Antiquité et du concept grec de kalos kagatos. Vous voyez donc que ma rhétorique est très proche de Monsieur Rochdy depuis le début de l'émission. Je ne m'en cache absolument pas, je lui dois beaucoup et je suis fort proche de sa pensée. J'ai lu tous ses ouvrages, je les apprécie grandement. Je vous ai fait les 2 premiers qui n'étaient pas mes préférés. On arrive à Surhomme et Sous-Homme que j'ai grandement apprécié. Il nous restera Philosophie de droite. Et peut-être celui qu'il a rédigé avec Papacito également. On verra si on le fait aussi. Bref, la beauté physique se conjugue à l'excellence morale et intellectuelle. L'homme complet, c'est celui qui embrasse l'effort, qui en redemande, la discipline et l'élévation constante. Il ne se satisfait pas de la médiocrité, il se relève et il refuse la surtolérance intolérable, contemporaine. Dans cette perspective, les formules modernes, j'en parlais déjà la semaine dernière, du type « chacun peut avoir ses idées » ou bien « c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut ou il fait ce qu'elle veut », j'en parlais avec les tatouages, sont vus comme des renoncements coupables, une lâcheté de collabo. Ça c'est de moi, c'est pas de Julien Rochdy, mais je vous le dis. Monsieur Rochdy, rappelle, je souffle parce que ça fait quand même souffler tous ces sujets qu'on rabâche, mais il faut lutter contre ce nihilisme. Il rappelle que le Christ lui-même a appelé à l'excellence en nous disant, je cite, je me permets de citer le Christ, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », fin de citation. Ceci n'est pas un appel à l'abandon, mais à une quête incessante de perfection. Et c'est parfait en cette période de carême. Il n'a absolument pas dit « laissez-vous aller » et il a assumé pour nous jusqu'au bout. Ça, vous êtes libre d'y croire ou non, mais ça ne fait pas de mal de le dire. Une écologie de droite, enracinement et beauté. L'écologie, selon Rochdy, se veut enracinée et locale. L'écologie, c'est la science du foyer, affirme-t-il, dénonçant les solutions technocratiques ou déshumanisées, comme les multinationales, les passeports carbone à venir. Il n'en parlait pas encore dans son livre, mais moi je vous le rajoute, parce que ça pue. Ou les éoliennes destructrices de paysages et nuisibles à la faune, ça il en parle, mais chut, il ne faut pas en parler. Il prône une décroissance mesurée, centrée sur la recherche du bien, du beau et du juste. Cette écologie se veut capable de réconcilier les aspirations de la gauche anticapitaliste et de la droite antimoderne, en redonnant du sens à la préservation de la nature et des traditions. C'est une écologie de proximité qui valorise le soin du cadre de vie, le respect des saisons et des ressources locales. Cette vision s'inscrit également dans la lignée de la morale chrétienne qui invite à cultiver son jardin au sens propre comme au figuré. Et cela demande de ne pas se laisser faire, pour ne pas que son jardin se trouve envahi. Je pose ça là. L'enjeu du QI et de l'avenir héréditaire. Je vous en parlais très rapidement entre les lignes à la première partie. Julien Rochdy aborde la question cruciale de l'intelligence héréditaire. Je suis désolé, j'ai touché le micro. Et ça pique, cette question-là. Le côté héréditaire du QI est aujourd'hui nié, sauf que la nature, l'évolution ne mentent pas. Il s'inquiète avec raison du fait que les femmes intelligentes, accaparées par leur carrière, et il peut en aller de même aussi avec les hommes qui travaillent énormément, ils sacrifient la maternité, ne font plus d'enfants, mettent en péril leur pool génétique, l'avenir intellectuel des sociétés occidentales, avec tout ce qu'elles auraient à donner, et encore une fois, pareil pour les hommes, tout ce qu'ils auraient à donner, puisque d'autres, eux, prolifèrent. Encore une fois, 3 petits points. Selon lui, l'homme supérieur cherche les efforts et la souffrance pour grandir. Il est conscient que c'est là le chemin vers la véritable élévation et que fonder un foyer devrait être l'objectif de tous et toutes. Absolument toutes les espèces animales ont comme objectif de se reproduire. Vous pourriez me arguer que dans la meute de loups, seul le mâle alpha se reproduit, mais justement, c'est parce qu'ils savent, enfin les autres loups savent, que ce sont les alphas qui ont le meilleur pool génétique à offrir pour la suite de la meute. Et c'est pour ça qu'eux acceptent de ne pas se reproduire, mais certainement pas pour d'autres raisons non saines. Pas les autres, qui se laissent aller vers l'abîme donc. Cette perspective exige une réflexion collective sur la préservation des talents et de la transmission.
C'est une question pour l'école qui a du mal à faire apparaître des génies aujourd'hui, puisque même lorsque l'on a des élèves extrêmement brillants, et j'en ai connu, là n'est pas la question, il est tout de même difficile dans une classe de 25 voire 30 élèves de leur permettre de se développer autant qu'ils le souhaiteraient. Donc ça pourrait être une question intéressante pour un futur podcast. Conclusion, une réponse impérieuse au nihilisme. Julien Rochdy propose un véritable manuel de combat contre le nihilisme ambiant, un autre manuel de Castor Senior, après celui de l'éducation minimum. Il appelle à une renaissance intérieure fondée sur la discipline personnelle, l'effort et la quête de perfection. Il propose un idéal aristocratique valorisant la beauté, l'intelligence et l'ordre, en opposition aux idéologies contemporaines qui prônent la déconstruction et la tolérance excessive et à terme la mort. Je vous rappelle que la seule fois de votre vie où vous pourrez tout relâcher, ce sera le jour de votre mort. Le seul jour où vous n'aurez absolument aucun stress, où vous serez à zéro en stress, ce sera le jour de votre mort. Donc, soyez heureux d'être stressé, d'avoir de la vie en vous et donc de la tension. Et apprivoisez-la. Cette vision inspirée par la morale chrétienne et la philosophie nietzschéenne constitue un appel radical, soyons clairs, à retrouver le goût de l'effort et la fierté d'être face à la tentation du renoncement et du laisser-aller. Comme le souligne encore une fois l'auteur que je cite, je cite un philosophe franco-russe, n'est-ce pas magnifique de finir ce développement en citant Nicolas Berdyaev, donc philosophe franco-russe, que je cite, ce n'est pas la philosophie matérialiste, mais la philosophie chrétienne qui s'oppose à la chosification des hommes. Ne soyez donc pas des droitards capitalistes, redevenez des droitards chrétiens. Ce combat exigeant et rigoureux est celui qui permettrait à l'homme moderne de retrouver un sens à sa vie et de réenchanter le monde par la force de sa volonté et la noblesse de son être. Comment réagir ? Reprenons la première partie, comme à l'accoutumée, et allons plus loin dans cette troisième partie, pour trouver des solutions afin de maintenir la cellule familiale. L'arrivée d'un enfant dans un couple bouleverse, c'est certain, l'équilibre, nécessitant des ajustements pour maintenir une communication saine et préserver la relation amoureuse, qui existait auparavant, on l'espère. La psychologue clinicienne Céline Bidon-Lemel souligne que ce changement peut provoquer une perturbation identitaire au sein du couple, remettant en question les habitudes et les rôles établis, notamment dans une société si les membres du couple écoutent un peu trop ce que l'on dit et essayent un peu trop d'aplanir le rôle masculin et le rôle féminin. Bref, j'arrête avec ça, mais pensez-y. Elle recommande de dédramatiser ses ressentis, de rassurer le partenaire et de communiquer ouvertement pour renforcer le lien initial. Il est conseillé également de se laisser le temps nécessaire, au moins une année, pour retrouver un nouvel équilibre satisfaisant pour tous, ce qui signifie accepter d'avoir une année peut-être absolument consacrée à l'enfant et peut-être un peu dure pour le couple en lui-même. Et donc, il faut aller contre la vitesse de ce monde où dès que ça va mal, on prend une pilule, on va sur des sites de rencontres extra-conjugales et on est dans le fast-food de la relation de couple. La psychologue et sexologue Angélique Paillet insiste, elle, sur l'importance de ne pas attendre que les enfants grandissent pour prendre soin de son couple. On ne se dit pas, allez, on tient le coup, Rocky, on est parti pour 20 ans, et quand il sera à la fac, on verra, on retravaillera sur notre couple. Elle suggère de planifier des activités communes, de maintenir des liens avec des amis et de ne pas s'enfermer dans les reproches avec son conjoint. Accepter que la perfection n'existe pas et que chaque famille est unique peut également aider à mieux vivre cette transition. En somme, pour préserver la cellule familiale avec l'arrivée d'un enfant, il est crucial de maintenir une communication ouverte, de se soutenir mutuellement et de chercher des solutions ensemble avant de considérer la séparation. Cela bénéficie non seulement au couple, mais également au bien-être et au développement de l'enfant.
J'enchaîne directement sur la 4e partie parce qu'il est bientôt l'heure de la boxe et que je ne veux pas rater ça. Donc, citation du jour, rapide. J'aime quand on m'enduit d'huile. Non, pardon, petite référence à ce cher OSS 117 qui a osé nous faire une belle cérémonie d'ouverture d'ailleurs de la Coupe du Monde de rugby. En parlant des villages français que certains ont osé fustiger. Quelle tristesse. La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. La tradition, préserver la flamme, plutôt que vénérer les cendres. La célèbre citation, souvent attribuée à Gustave Mahler, la tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu, trouve peut-être ses racines dans un discours prononcé par Jean Jaurès en 1910. Le député socialiste, quand je vous disais que fut un temps la gauche sociale et non socialiste, tout comme la différence à faire entre écologie et écologisme, cette gauche-là était saine et a pu être saine dans un passé pas si lointain. Je ne fais pas que tirer sur le gauchisme, voyez-vous. Il affirmait donc, ce cher Jean Jaurès, oui, nous avons, nous aussi, le culte du passé. Je ne sais pas comment il parlait, peut-être parlait-il comme Charles de Gaulle. Ce n'est pas en vain que tous les foyers des générations humaines ont flambé et rayonné. Mais c'est nous, parce que nous marchons, parce que nous luttons pour un idéal nouveau. C'est nous qui sommes les vrais héritiers du foyer de nos aïeux. Nous en avons pris la flamme, vous n'en avez gardé que la cendre. Fin de citation. Maudit soyez-vous. Pardon. Cette double origine, liée à deux figures marquantes du début du XXe siècle, révèle la profondeur d'une réflexion essentielle sur la tradition. Il est particulièrement poignant de constater que cette leçon vient de Jaurès, un homme de gauche, dans une époque où la gauche aimait encore la France, où l'idéal de justice sociale se conjuguait avec le respect et l'amour sincère de la patrie. Quelle tristesse de voir aujourd'hui une partie de la gauche contemporaine s'enfoncer dans un nihilisme qui semble rejeter l'héritage français et dénigrer les racines mêmes de la nation, voire haïr sa propre nation. Et pourtant cette citation résonne plus que jamais avec notre temps, car tant qu'il reste une braise, le combat n'est jamais perdu. Le feu des traditions peut être ravivé, pour peu qu'on lui apporte le souffle nécessaire. Il est de notre devoir, à chaque génération, de poursuivre l'entretien de ce feu sacralisé, même si cela signifie parfois mythifier volontiers l'histoire de nos régions, de notre pays, pour renforcer les liens qui nous unissent et donner sens à nos identités partagées. L'héritage du passé ne doit pas être un monument figé, un objet inerte destiné à la contemplation stérile. Il doit être vivant et dynamique, préservant l'esprit, donc la flamme, plutôt que de vénérer de simples reliques, les cendres. Transmettre la tradition, ce n'est pas se contenter de répéter des gestes vides, et vidés de leur substance, mais insuffler le sens profond de ces gestes à la jeunesse pour qu'elle les porte et les renouvelle à son tour. Il ne s'agit pas d'un rejet du progrès, mais d'une reconnaissance que le vrai avenir s'enracine dans le passé. Adapter certaines formes peut parfois être nécessaire, sans jamais sacrifier le fond, l'âme des traditions. La transmission est un acte de volonté, de conviction et d'amour. Elle implique de croire que ces traditions portent en elles une vérité essentielle, capable de guider les hommes et les femmes vers plus de sagesse, de beauté et de force morale. Aujourd'hui, face à l'uniformisation culturelle et à la perte des repères, cet appel à préserver le feu devient un acte de résistance, et je suis d'ailleurs en train de m'enflammer. C'est rappeler que les traditions, loin d'être des poids morts, sont des phares qui illuminent le chemin à venir. Il nous appartient de les transmettre avec fierté pour que la jeunesse s'en empare et les fasse vivre à sa manière, dans le respect des valeurs saines qui les fondent. C'est une mission noble, un combat contre l'oubli et l'indifférence. Ainsi, préserver la flamme, c'est refuser l'effacement et l'éparpillement. On est là. C'est croire en la continuité et en la résilience d'une culture et d'une civilisation. Car si le feu peut vaciller, il peut aussi, avec patience et volonté, embraser de nouveau les esprits et les cœurs. Le vrai défi est là, réveiller les braises, faire renaître la flamme et transmettre à ceux qui viennent cette lueur d'éternité que sont nos traditions vives et fortes. J'enchaîne sur la 5e partie. Nouveau mot, l'appel de l'olifant. L'olifant, pas l'éléphant. Donc olifant avec un F. Se présenter au monde en héros. Il fut un temps où l'on n'hésitait pas à sonner de l'olifant. Je vais pas essayer de vous imiter Papacito qui imite l'olifant bien mieux que moi.
pour rassembler les cœurs appelés au combat et proclamer sa présence au monde avec grandeur. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un olifant ? C'est un corps, C-O-R, majestueux, taillé dans l'ivoire que les chevaliers portaient jadis pour avertir, alerter, galvaniser. Et l'un des plus célèbres de ces olifants, c'est sans doute celui de Roland, le preux chevalier de Charlemagne. Lors de la bataille de Roncevaux, encerclé par les ennemis, Roland souffla avec force dans son olifant jusqu'à en faire éclater ses propres tempes dans un ultime acte d'héroïsme. Sa mort fut tragique, mais son geste résonne encore dans les montagnes pyrénéennes, en écho à travers les âges, comme un symbole de courage, de fidélité, d'amour pour la patrie, pour son roi, pour peu qu'il en vaille la peine. Encore une fois, on ne va pas à la guerre pour Macron, hein. On va à la guerre contre lui. Cet appel du corps, c'est l'affirmation suprême de la volonté de ne pas céder sans avoir livré un dernier combat digne et glorieux. Aujourd'hui, bien sûr, il n'est plus question de souffler dans un corps jusqu'à s'en faire éclater les veines, quoique pour les plus passionnés d'entre nous, notamment Papacito, ce cher roi des Visigoths, insuffleur de souffle épique, veuillez nous rendre la grâce de nous redonner du corps. Mais le symbole de l'olifant, lui, reste intact. Se présenter au monde sous son meilleur jour, c'est sonner son propre olifant, proclamer haut et fort « Je suis prêt, je suis là !» Prêt à donner le meilleur de moi-même, prêt à servir la beauté, le bien, la vérité. C'est refuser de passer sa vie à murmurer dans le vent, à laisser son âme s'endormir dans la torpeur du quotidien. Non ! Il faut sonner le réveil, appeler ses forces à la rescousse, se présenter au monde en héros, en être digne et déterminé. Se préparer, s'embellir, cultiver son esprit, affûter son corps, c'est préparer son olifant, préparer ses poumons à enfler. Je vais m'enfler et souffler, la maison défoncée, la maison de cette république. Pardon. Non, pas pardon. Gifle. Ça c'est Karim Debache. Émission que j'adore, que j'adorais regarder. Bref, c'est faire en sorte que le jour venu, lorsque la vie nous présentera ces défis, nous soyons capables de répondre avec force et noblesse dans une réelle aristocratie, non pas en traînant des pieds, en râlant mollement contre l'injustice du monde, la vie est dure, mais en marchant droit, tête haute, prêt à offrir le meilleur de soi, et que ce meilleur ne soit pas un acte égoïste, c'est en s'élevant soi-même en premier que l'on aide ensuite la société elle-même à s'élever. En offrant son courage, sa beauté, sa discipline, on inspire son prochain. Il n'y a pas de plus grand acte d'amour envers le monde que de se donner à lui, dans sa forme la plus noble, que chacun devienne cette note claire et rude, qui vient rompre la monotonie et rappeler que la grandeur existe encore en accord majeur. Et que dire des traditions ? Elles sont les légendes de nos Roland, les récits de ceux qui ont su sonner avant nous. Elles sont l'écho de ces olifants antiques qui nous racontent l'honneur, le courage, la fierté. Il ne s'agit pas simplement de répéter leurs histoires, mais de les raviver, de les incarner à notre façon. Porter haut les couleurs de son pays, de son histoire, ce n'est pas un acte figé, mais un élan. Un élan ? Mais non, pas l'animal. Vivant, un désir de dire « On est toujours là et on continue le combat ». Alors mes amis, sortez-moi votre olifant, pas seulement celui des livres d'histoire, mais celui de l'âme, celui du cœur. Il est temps de sonner l'appel à l'effort, à la grandeur, à la beauté retrouvée, car le monde n'attend que vous, des âmes hardies prêtes à souffler de toutes leurs forces, pour qu'enfin la société se réveille, se retrouve, se préserve, et qui sait, peut-être qu'en soufflant fort, brrrt, brrrt, nous ferons vibrer les collines, résonner les vallées, déclencherons un écho éternel et rallumerons les braises encore chaudes de notre histoire pour écrire ensemble un chapitre brûlant pour les siècles à venir qui guidera notre jeunesse. Pas de petite flamme qui soit insuffisante, vous pouvez tous l'attiser et ajouter votre bûche à l'ensemble. Si ça flambusque, on saura comment l'alimenter. Il n'y a que des bras prêts à raviver la flamme. Préparons-nous, osons, et que le son de nos olifants modernes se répande. Soyons fiers et indomptables dans toutes les régions de cette magnifique, merveilleuse, superbe, splendide patrie. Parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran, communiquer avec leurs profs. Notre rôle, à nous, profs, il est bon de le rappeler, c'est d'aider à la formation des valeurs saines, naturelles, en premier lieu, la curiosité. Plus tard, ils feront leur choix personnel en responsabilité avec la base
solides et l'esprit critique, affûté comme une lame de rasoir, que nous leur aurons inculqué, mais l'un de nos nombreux rôles, c'est de protéger l'enfance. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative. Et enfin, ce sera notre plus bel objectif, à savoir retrouvons une communauté éducative soudée, cessons avant tout de nous tirer dans les pattes, nous valons mieux. Bisous, je vous aime!